Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Parole d'entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bruno Bouygues, PDG du groupe GIS. Si le groupe GIS est peu connu du grand public, le patronyme de son PDG parle au plus grand nombre, car Bruno Bouygues est le petit-fils de Francis Bouygues et le fils de Nicolas Bouygues. Mais c'est en sa qualité de PDG du groupe GIS que Bruno Bouygues a accepté de s'exprimer sur Mandarin TV. Pour rappel, le groupe GIS compte plusieurs filiales à l'étranger, dont notamment la Chine. Alors, quelles sont ses activités et comment travaille sa filiale chinoise? On en parle tout de suite avec Bruno Bouygues. Bruno Bouygues, bonjour. Bonjour Madame Chen. Vous êtes le PDG du groupe industriel français GIS. Ça s'écrit G-Y-S. C'est bien ça, hein? Je parle sous votre contrôle. Vous avez tout à fait raison. Qui est spécialisé dans la conception et la fabrication d'équipements de soudage, de chargeurs de batterie et de systèmes de réparation carrosserie. Alors, est-ce que vous pouvez, pour commencer, nous présenter brièvement l'histoire de GIS? L'histoire de GIS, c'est l'histoire d'une PME familiale dont le fondateur, Monsieur Guy, la première lettre de GIS, a créé en 1964. Donc le père et le fils, Monsieur Guy et Monsieur Yves Stéphanie, G-Y-S, ont commencé par faire des transformateurs, et puis petit à petit des chargeurs de batterie, puis du matériel de soudage, puis du matériel pour réparer des voitures. Pendant 20 ans, ils ont fait ce métier. Le papa est malheureusement décédé d'un cancer, et l'entreprise a été vendue à une société d'investissement. Et quelques années après, ça s'est moins bien passé. Et cette entreprise est allée au tribunal et mon père et moi, on l'a reprise il y a maintenant 24 ans. Il y a 24 ans, vous avez repris cette société. Tout à fait, pour 1 franc à la barre du tribunal du commerce. Et est-ce que vous avez gardé les mêmes produits ou alors vous avez donné une autre orientation? Alors les gammes de produits étaient déjà là, mais on a eu la chance extraordinaire d'avoir l'électronique qui est entrée dans notre industrie, les logiciels, la technologie, et donc on a travaillé pour incorporer année après année de plus en plus de technologies. Les clients ont changé aussi, puisque les voitures sont devenues plus sophistiquées, il fallait des machines plus sophistiquées, le bâtiment est devenu plus sophistiqué, l'industrie a commencé à se robotiser, donc il a fallu aussi apporter de la mécanisation, des robots. Et donc autour de produits simples, on a conçu, développé des technologies très avancées. Alors, selon les éco-entrepreneurs, vous avez contribué à donner à GIS, désormais forte de 800 salariés, sa stature internationale et son aura technologique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment avez-vous pu obtenir un tel succès? Je pense que dans l'aventure de toutes les entreprises, il y a un peu de chance. Je pense qu'on a senti peut-être avant nos confrères que dans l'automobile, de grands changements se préparaient. Quels étaient ces changements? D'abord, dans une voiture, il y a 20 ans, il y avait 2 types d'acier. Deux types d'acier. C'est tout. Donc le carrossier, finalement, avec très peu de connaissances, il était capable de réparer. Si vous achetez une voiture aujourd'hui, vous allez avoir peut-être 60 types d'acier, 15 types d'aluminium, plus des carbones. Le carrossier, le réparateur, il aura beaucoup de mal à comprendre de quelle nuance, de quelle matière est faite cette pièce. Et donc, pour répondre à ce monde en mouvement, on a développé de l'électronique et surtout beaucoup de logiciels, de l'intelligence artificielle pour que quand l'opérateur travaille, il n'ait pas besoin de connaître les matériaux, la machine reconnaisse elle-même les matériaux. Et donc, la chance qu'on a eue, c'était d'anticiper ces changements et de développer des produits très longtemps avant les autres. Est-ce qu'en France, vous étiez à l'époque les seuls à sentir venir les nouvelles tendances ou Dans ce métier, oui, parce que c'est un métier qui n'est pas très grand. Dans la partie automobile, j'estime nos marchés qui font peut-être dans le monde 100-150 millions de dollars. Nous, aujourd'hui, on va faire peut-être dans ce marché-là, peut-être 40% du marché. 40%. Après, le reste est réparti entre tous les acteurs mondiaux. Mais il y a plein d'autres marchés, comme le soudage, 40 milliards, donc là beaucoup plus grand,
dans lequel eh bien, on doit aujourd'hui s'intéresser, développer des technologies et voir un peu quel va être le monde de demain. Donc en ce moment, on investit beaucoup justement sur de nouvelles technologies pour essayer d'accélérer dans ce nouvel univers. Alors, l'entreprise GIS compte plusieurs filiales dans le monde. Oui. Est-ce que vous pouvez nous les citer? Alors la première filiale qu'on a ouverte, on en parlait tout à l'heure, eh bien c'était notre filiale en Chine. C'est ça. On y reviendra. Hein. Oui, on y reviendra. Donc une filiale qui nous a apporté beaucoup de points, on en parlera. La deuxième a été l'Allemagne. L'Allemagne. Alors pourquoi l'Allemagne? On s'est dit que si on voulait devenir dans la machine-outil une entreprise de premier plan, il fallait qu'on devienne en Allemagne une entreprise de premier plan. Et donc la première filiale qu'on a montée, ça a été l'Allemagne, pour essayer de bien comprendre tout ce qui se passait en Allemagne et développer petit à petit des technologies qui nous permettent d'être leader technologique en Allemagne, ce qui est le cas aujourd'hui. Et elle se porte comment, cette entreprise en Allemagne? Écoutez, elle se Face porte... à des concurrents qui sont quand même très puissants, n'est-ce pas? Ils sont très puissants, ils sont très Ouais. bons. Eh bien, on fait comme tout le monde, on ne se laisse pas faire et on se bat. Et aujourd'hui, dans nos métiers, on est considéré comme le leader technologique en Allemagne. Waouh, Donc, félicitations. Merci beaucoup. Que de travail derrière et de réflexion. Hein. Beaucoup de travail avec Ouais. une équipe, une superbe équipe. On a ouvert après l'Angleterre. L'Angleterre, oui. L'Angleterre, Pourquoi? alors l'Allemagne, vous l'avez compris, c'était un laboratoire technologique pour Oui. nous. Oui. L'Angleterre, c'était plutôt un laboratoire pour essayer de comprendre comment développer des produits à des coûts plus bas. Pourquoi? Parce que on venait de mettre notre usine en Chine. On avait peu de confrères fabricants en Angleterre, mais il y avait beaucoup d'importateurs de produits indiens et chinois en Angleterre. Et on s'est dit, eh bien, si on ouvre une filiale en Angleterre, on va pouvoir faire travailler notre usine chinoise, faire travailler notre usine française et arriver avec des produits très high-tech et des produits compétitifs. Et donc ça a été un laboratoire de développement d'une gamme de produits entre l'Europe et l'Asie. Et ça a été, vous voyez, donc avec une philosophie différente. Puis après, on est allé s'installer en Italie, puis en Espagne. Et là, l'Europe commence à être un petit peu cadrée. Et donc, ce que je souhaite maintenant, c'est retourner en Chine, bien évidemment, pour accélérer en Chine. Et puis, utiliser aussi l'unité chinoise pour vendre un peu plus en Asie. Alors, avant de reparler de la Chine, je voudrais savoir pourquoi vous n'avez pas créé de filiale aux États-Unis. C'est une très bonne question. Quand vous êtes dans les produits électriques, en fait, en Europe, comme en Chine, comme dans la majorité du Moyen-Orient et de l'Afrique, vous êtes en 230 volts. Aux États-Unis, vous êtes en 110 volts. Donc c'est deux familles de produits très différents. Et donc, aux États-Unis, on commence à développer des produits pour les États-Unis, mais nous n'avons pas toutes nos gammes encore. Je pense qu'il me reste encore 10 à 15 ans de travail pour avoir toute la gamme américaine. Et là, le jour où j'aurai toute la gamme, nous mettrons une filiale. Mais pour l'instant, on est très concentré sur l'Europe, Moyen-Orient, Afrique à partir de l'usine française et l'Asie à partir de l'usine chinoise. Donc, on va dire la création de votre filiale en Chine, de vos autres filiales en Europe, on va dire c'est une étape de préparation. Ce sont des étapes de préparation. Qui va vous accompagner vers le marché américain. Alors, je pense que lorsqu'on a ouvert notre unité chinoise, c'était pour bénéficier d'une main-d'œuvre qui était moins chère qu'en Europe il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Hein. Il y a 20 Tout le monde faisait ça, il n'y avait Exactement. pas que vous. Et aujourd'hui, je vois que dans mon plan stratégique, je note deux choses. D'abord, la main-d'œuvre, les coûts de main-d'œuvre en Chine ont progressé, mais les savoir-faire ont progressé. C'est ça le plus important. Et donc, pour rester dans la course en Chine, il faut faire monter nos usines en technologie en Chine. C'est ça. Pour continuer à proposer à nos clients chinois des produits high-tech, de bonne qualité. Et les Chinois sont friands Très de produits friands, high-tech. très friands. Donc, dans le plan stratégique de GIS, eh bien, l'unité européenne pour l'Europe, l'unité chinoise pour la Chine et pour l'Asie. Et on va faire monter maintenant les deux usines au même niveau de compétence sur les 10 prochaines années pour accompagner nos clients parce qu'il y a des innovateurs dans tous nos domaines, en Chine, en Europe, aux États-Unis. Il faut accompagner tout le monde. Donc mon rêve, pour finir, pour répondre à la question, c'est d'avoir des usines en Inde, aux États-Unis, en Chine, en Europe, pour pouvoir servir tous les marchés.
Alors, avant de revenir à la Chine, je voudrais savoir comment avez-vous fait pour avoir parmi vos clients un très gros acteur américain qui s'appelle Tesla. Donc, c'est l'entreprise d'Elon Musk. Même si vous n'êtes pas physiquement présent aux États-Unis. Alors, on a eu la chance de développer des machines qui avaient de l'avance par rapport à nos confrères, et Tesla aime beaucoup travailler avec des entreprises qui ont de l'avance technologique. Et le partenariat qu'on a fait il y a maintenant 6 ans avec Tesla, ce qui est très intéressant, c'est qu'en ce moment on signe beaucoup de partenariats avec des marques chinoises, on en parlait tout à l'heure, et en fait on trouve en Chine en ce moment un très fort appétit pour la technologie. Et donc, on a des discussions passionnantes. Donc, on parle de BYD, de NIO et de toutes les joint ventures de Volkswagen en Chine. Et il y a 20 ans, on n'avait pas ce niveau de conversation. Et aujourd'hui, en 2022, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou en Asie, on a les mêmes qualités de discussion. Incroyable. Et je trouve que c'est fabuleux pour une entreprise française d'avoir des demandes technologiques de clients américains, de clients chinois, japonais, allemands, italiens, et donc c'est une chance incroyable. Oui. Alors, pour votre filiale en Chine, vous avez décidé donc d'y aller il y a 20 ans, pour des raisons essentiellement... Économiques. Économiques. Et comment ça s'est... Oui, allez-y. Économique, mais aussi de se rapprocher de nos fournisseurs, pour mieux les comprendre. En fait, il y a quand même une grande distance. Oui. Et il faut faire des audits des fournisseurs pour les qualifier, pour voir quel est le bon rapport de qualité, de prix. Et on a commencé véritablement pour fabriquer à un coût plus bas et aussi nouer un réseau de fournisseurs de qualité. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps, en effet. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, on est lancé dans une guerre plutôt concurrentielle, parce que le marché chinois est très concurrentiel. Et pour se différencier, il faut monter en technologie. Mais à l'époque, vous avez décidé d'ouvrir cette filiale à Shanghai. Pourquoi Shanghai? Écoutez, vous étiez avec votre père tout à fait, on était avec notre père. En fait, papa avait rencontré un Français qui allait régulièrement pour les entreprises françaises en Chine. Un industriel. Un consultant, je veux dire. Un consultant, oui. Un consultant. Et il avait dit à mon père, écoute, il y a plusieurs zones en Chine qui sont intéressantes, mais pour toi, qui veut travailler dans l'automobile et le bâtiment, Shanghai, c'est bien. Ah. Et donc, on l'a écouté, et on a cherché un terrain, et on s'est installé à Shanghai. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et vous avez pu obtenir un terrain facilement, parce qu'à l'époque... Il y avait les zones d'économie spéciale, donc on a pu créer une société dans une zone d'économie spéciale, puis les lois ont changé, on a pu ouvrir une société en dehors des zones d'économie spéciale, et puis après les lois ont encore changé, on a pu acheter un terrain et faire construire une usine. Et notre aventure chinoise s'est passée dans le calme, avec beaucoup de gentillesse de toutes les personnes qui nous ont accompagnés. De la part des Chinois. Oui, tout à fait. Et surtout de la zone industrielle dans laquelle on est installé aujourd'hui. D'accord. Et les produits que vous fabriquez à Shanghai, est-ce que c'est les mêmes que vous fabriquez en France, ou il y a une différence? J'aimerais bien, mais notre usine chinoise est plus récente que notre usine française. Faire monter un collectif d'hommes et de femmes, ça prend du temps. Bien sûr. Et donc l'usine chinoise est un petit peu... ça a la même qualité, les mêmes processus de fabrication, mais le niveau technologique, je pense que les deux usines seront au même niveau dans 10 ans. Dans 10 ans, Ça prend du temps. Et pourquoi cette différence de technologie? Est-ce que c'est essentiellement par rapport aux besoins spécifiques du marché, ou c'est juste... Non, je pense que les besoins sont les mêmes aujourd'hui, mais par exemple, là, ça fait 3 ans que je n'ai pas pu aller en Chine avec le Covid. À cause du Covid. Donc, on a pris un peu de retard. C'est ça. Et puis, l'usine française a 50 ans et l'usine chinoise, elle a 20 ans. Donc, bien sûr. Il faut rattraper le temps, et je pense que la convergence, ce sera, oui, dans les 10 prochaines années à peu près. Ouais. Vous êtes combien à Shanghai alors? Aujourd'hui, on est une centaine de personnes. Une centaine? Oui. Et ils sont tous chinois? Non, nous avons un Français, qui dirige l'usine, qu'on a embauché en Chine, qui a une femme chinoise, des enfants franco-chinois, qui est plus chinois qu'un chinois, pour être très honnête.
qui comprend les deux mentalités, hein, les Exactement. deux pratiques, voilà. Et avant le Covid, on faisait venir les ingénieurs chinois en France et les ingénieurs français en Chine parce que, vous savez, quand vous faites de l'innovation dans l'industrie, ce n'est pas de l'innovation absolue, c'est souvent des petites idées. Et en Chine, il y a beaucoup de petites idées qui, mis bout à bout par étapes, finissent par faire une belle innovation. Et je trouve que dans la stratégie industrielle chinoise, on retrouve beaucoup des attributs de la stratégie industrielle allemande, très incrémentale. On va vite, on incrémente et on monte en technologie par étapes, tac, 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 tac. Et aujourd'hui, l'usine française a beaucoup appris de l'usine chinoise. La rapidité. C'est-à-dire, vous pouvez nous donner quelques exemples? Vitesse. On aimerait avoir des histoires croustillantes. Alors, croustillant. La vitesse, hein, allez-y. Vous savez, quand on est à Shanghai, on a une chance incroyable, c'est qu'il y a une densité d'entreprises très forte. Quand je fais appel à une entreprise, par exemple, pour des nouveaux composants électroniques, là où je suis, je vais faire venir mes fournisseurs, ils vont me donner des dates, peut-être 1 ou 2 semaines après. À Shanghai, vous appelez vos fournisseurs, ils sont tous là le lendemain. Parce qu'ils sont autour de Shanghai. Vitesse. Oh, oui, oui, oui. Et donc, en Chine, ce qu'on a appris, c'est qu'il fallait être rapide, il fallait prendre des risques. Et surtout, ce qu'on a appris avec la Chine, c'est que le climat n'est pas le même. Même si les produits se ressemblent, il faut les adapter. Et donc, j'imagine, oui. Et donc, on a appris à être multiculturel. Et donc, pour nous, l'usine chinoise, c'est un atout exceptionnel. C'est-à-dire, vous pouvez développer davantage cette idée? On a accès à beaucoup plus de fournisseurs, parce que c'est un pays très industriel. Rapidité, le nombre de fournisseurs importants. Aujourd'hui, on a beaucoup de clients chinois qui s'internationalisent très rapidement et qui nous emmènent avec eux dans leur bagage. Il y a 20 ans, c'était plutôt des clients européens qui nous emmenaient à l'international. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, c'est des clients chinois qui nous emmènent à l'international. Donc en fait, moi je dirais rapidité, travail, excellence, des pôles universitaires de grand talent, vous le savez bien, vous avez étudié en Chine. Donc oui, je pense que quand on peut travailler un peu aux États-Unis, un peu en Europe, un peu en Chine, on prend un peu le meilleur de tous les univers. Mais est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Parce qu'à vous entendre, tout s'est bien passé. Hein. J'imagine que, bon, tant mieux pour vous, mais est-ce que vous avez rencontré quelques difficultés spécifiques? Oui. Vous savez, quand vous êtes industriel, tous les jours, vous avez des petites difficultés. Ouais. La question que vous posez, c'est est-ce que j'ai rencontré des petites difficultés? La réponse est oui. Est-ce que j'ai rencontré des grandes difficultés? La réponse est non. Et non. Ah oui, les petites difficultés? Des démissions, perte d'un contrat, un problème dans l'usine, des petites choses. Donc, petites choses. Hein. C'est le quotidien des entrepreneurs. Le quotidien des entrepreneurs, c'est de régler ces petites difficultés. C'est ça. Mais ce qui est extraordinaire en Chine, c'est que le pays est grand et que les marchés sont grands. Mais les marchés sont très compétitifs. Mais comme le marché est assez grand, il y a de la place pour tout le monde. Donc on n'est pas très grand, 100 personnes, c'est pas une très grande usine non plus. Mais est-ce que JIS a beaucoup de concurrents en Chine? En Chine, on a bien sûr des confrères qui sont très valeureux. Qu'ils soient chinois ou étrangers. Hein. Oui, on a, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on a 3 domaines. Le soudage, là on a beaucoup de concurrents en Chine parce que c'est un pays industriel. La réparation automobile, on a beaucoup de concurrents. Et là, les chargeurs de batterie, là on a aussi beaucoup de concurrents. Beaucoup de concurrents, oui. Et quand vous êtes dans un marché où il y a beaucoup de concurrence, vous apprenez beaucoup parce qu'il y a toujours de l'innovation. C'est ça. Donc le marché chinois est un marché qui est très compétitif et très technologique. Hein, parce que pour s'en sortir, il faut toujours aller un peu plus loin. Moi, j'aime bien. Et c'est ce que vous faites au quotidien, peut-être? Ah, moi, j'aime bien. Nous, on est des challengers. Aller de l'avant, il faut aller de l'avant. Et d'ailleurs, dans notre motto d'entreprise, on dit « Invest in the future ». Donc, on investit dans nos usines. Investir dans le futur. On investit dans le futur. On investit sur nos collaborateurs, nos collaboratrices, nos usines, nos clients, nos fournisseurs, pour que, collectivement, on écrive une belle aventure industrielle. Ben, je comprends que vous avez hâte d'y retourner. Écoutez, j'attends ça avec impatience. Ouais. Donc, vous prévoyez d'y retourner quand alors?
Eh bien, écoutez, j'aurais aimé pouvoir y aller le mois prochain, mais mon directeur chinois m'a dit que ça allait être difficile parce que les billets d'avion étaient encore très chers et qu'il pensait que les prix allaient rapidement baisser à partir du mois d'avril-mai. Donc, je pense que je vais y aller dans ces semaines-là. Rapidement. Et Et en fonction de ma capacité aussi à avoir un visa. Oh, vous pouvez l'obtenir assez facilement, non? Normalement, oui. Ouais. Ça a été plus difficile les années précédentes. Alors, quelle est votre part de marché en Chine? Toute petite. Toute petite. Oui, toute petite parce que on est tout petit encore. Et c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc c'est pour ça que j'ai hâte d'y retourner. En fait, JIS, on va dire la filiale de JIS en Chine, c'est une filiale 100% à capital 100% français. Tout à fait. Est-ce que, à l'époque, vous n'avez pas envisagé de créer ce qu'on appelle une joint venture? Écoutez, on a créé 2 sociétés en même temps. On a créé une société industrielle à capitaux français et une joint venture avec un partenaire chinois pour faire la commercialisation en Chine de tous nos produits. Ouais. Et ça a très bien marché. Et au bout de, je crois, de la 6e année, notre partenaire nous a demandé de pouvoir se diriger vers d'autres produits et de ne pas faire que nos produits. Et on lui a dit pas de problème. Et on s'est séparés, on se serre la main, il a continué et on a repris la distribution de nos produits. Et vous avez combien de, on va dire, est-ce que on peut connaître le nombre de vos clients en Chine, sur le marché chinois, bien sûr? Alors sur le marché chinois, on a 2 types de clients. On a des distributeurs. Distributeurs, ouais. Et en général, en fonction des marchés, la Chine est organisée par province. Donc on a 35 provinces à peu près identifiées avec lesquelles on travaille. Et dans les provinces, on a entre 1 et 2 distributeurs avec lesquels on travaille. Et en plus, on doit aussi avoir des liens avec chaque constructeur automobile qui sont nos prescripteurs. Parce qu'ils vont tester nos équipements et ils vont dire « nous acceptons que notre réseau de réparation travaille avec vos équipements ». Donc on a des distributeurs et des prescripteurs. C'est important quand même, comme ça vous très avez important. un maillage. On a un maillage, on a des discussions et on les accompagne. Ils nous donnent des conseils, on leur donne des conseils, c'est un partenariat. Alors, certains parlent du déclin technologique en Europe. Alors que vous, selon les éco-entrepreneurs, vous voyez le vieux continent ressurgir comme la grande puissance mondiale dans les générations à venir. Est-ce que vous pouvez développer cette idée? Alors, je pense que là où vous avez raison, c'est que chaque zone du monde avance et baisse. Donc on a des cycles économiques. C'est ça. Je pense que la France a eu un cycle, et l'Europe a eu un cycle économique très positif il y a une vingtaine d'années en arrière. Et depuis, on est dans des situations qui ne sont pas négatives, mais qui sont moins favorables. Néanmoins... Pour quelles raisons? C'est compliqué. Je pense que, à la différence de la Chine et des États-Unis, l'Europe n'est pas complètement finie d'être créée. Et je pense qu'on n'a pas encore une langue unique, on a encore des cultures différentes. Donc l'Europe... Et pourtant, on utilise l'expression « le vieux continent ». Oui, et je pense que c'est une bonne expression, parce qu'on est un peu comme la Chine, une vieille civilisation, mais encore très fragmentée. Je pense que la culture européenne est en train de se créer, et si on regarde l'Europe, dans sa globalité, c'est 800 millions de personnes, avec en face de nous l'Afrique, qui fait 1 milliard. Et donc, quand j'ai dit cette phrase, c'était dans le contexte de finalement d'avoir peut-être une alliance entre l'Europe et l'Afrique, et d'avoir finalement un marché de 3 milliards, parce que l'Afrique progresse dans une vingtaine d'années, aura 2 milliards. Et donc, si on se dit que l'Europe peut devenir 1 milliard et que l'Afrique peut être 2 milliards, ça fera une zone de 3 milliards. Et oui, à ce moment, dans une même time zone, 3 milliards d'individus, s'ils arrivent à travailler ensemble, ça peut tout à fait être une zone particulièrement intéressante pour tout le monde. C'est dans ce sens-là que je le disais. Vous voyez loin, en effet. Alors, puisque vous êtes déjà basé en Chine, j'aimerais bien savoir si votre activité en France, en Chine, et votre activité en France, ces deux activités-là, peuvent, on va dire, je dirais pas fusionner, mais comment la France et la Chine peuvent travailler ensemble dans votre domaine d'activité de façon mutuellement bénéfique? Alors, c'est le quotidien aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on regarde les centres de recherche, on utilise les mêmes logiciels,
on utilise WeChat, on fait des visios tous les jours. Donc aujourd'hui, les deux entreprises travaillent main dans la main tous les jours. Donc il n'y a plus de... et c'est le monde incroyable dans lequel on vit. Même vous êtes de l'autre côté de la pièce ou vous êtes en Chine, vous travaillez de la même façon. En fait, aujourd'hui, on conçoit tout de façon numérique et donc aujourd'hui, en fait, on est complètement imbriqués, les deux entreprises et même les filiales. Et j'espère demain une usine en Inde, une usine aux États-Unis, j'espère que tout le monde sera imbriqué et travaillera collectivement pour essayer de faire des produits de qualité, haut en technologie et pas trop chers. C'est votre stratégie de développement. Hein. Ouais. Et maintenant, on va poser quelques questions un peu plus terre à terre, liées à votre parcours personnel. Est-ce que, justement, vous pouvez parler de vos études, après de votre parcours professionnel, voilà, jusqu'à l'étape qui vous a amené à être le PDG de JIS? Je vais essayer d'être court. Moi, j'ai commencé comme ingénieur en France, donc j'ai fait des études d'ingénieur en France. Donc j'ai fait des mathématiques à Jussieu et j'ai fait l'école des travaux publics en France. J'ai complété ces études au MIT à Boston. J'ai fait un master de sciences en mathématiques et construction. Et là, je me suis lancé comme tous les jeunes sur le marché du travail et j'ai reçu une offre d'une banque d'affaires américaine qui s'appelait Merrill Lynch. Merrill Lynch, qui ne connaît pas Merrill Lynch? Qui est une grande banque d'affaires et qui m'a envoyé à Londres travailler en fusion-acquisition pendant 2 ans. Ça vous a plu? Écoutez, j'ai beaucoup travaillé, je vais être très honnête, j'ai beaucoup travaillé. Vous étiez dans la finance, hein, rien à voir avec ce que vous faites aujourd'hui. Rien à voir. J'étais jeune, j'ai travaillé beaucoup, je gagnais bien ma vie, mais ce n'était pas tout à fait pour moi. Et j'ai eu l'occasion de retourner aux États-Unis pour travailler pour la Société Générale pendant 2 ans. Toujours dans la finance? Toujours dans la finance. Et là, en ayant fait 2 maisons dans le même secteur, je me suis dit, bon, c'est bien, mais c'est pas pour moi. C'est pas pour vous. Voilà. Et donc, j'ai essayé de reprendre mes études. Et j'ai fait un MBA. Des études de MBA. J'ai fait un MBA, donc Commerce, Marketing, Management, à l'INSEAD, sur le campus de Singapour. Alors, pourquoi l'INSEAD à Singapour? En fait, j'avais étudié en France et aux États-Unis. Et je souhaitais absolument étudier en Asie. Et en fait, à l'époque, la seule école qui acceptait des étrangers qui ne parlaient pas chinois pour la Chine, c'était l'INSEAD à Singapour. Singapour. Et donc, j'ai décidé d'envoyer ma candidature à Singapour. J'ai été reçu. Et donc, j'ai passé 1 année à Singapour et j'ai beaucoup voyagé en Asie du Sud-Est et en Chine à cette époque-ci. À la sortie, j'ai rejoint un cabinet de conseil pour faire 2 ans de conseil. Et mon père ayant racheté cette entreprise, je l'ai rejoint. Il y a maintenant 20 ans, et j'ai un peu l'impression que c'était hier, c'est passé tellement vite. Ça veut dire que j'ai apprécié ce que je faisais. C'est lui qui vous a demandé de le rejoindre ou bien c'est vous qui avez décidé de le rejoindre? C'est une bonne question, je pense que c'est moi qui l'ai demandé de le rejoindre. Donc vous avez décidé, hein, après avoir travaillé dans des banques différentes, de retourner à l'industrie au sein de l'entreprise familiale. Tout à fait. Ouais. Quand on a un patronyme aussi connu que celui de Bouygues, est-ce que ça a facilité votre insertion dans le monde, on va dire, du travail? C'est une bonne question. Vous savez, quand j'étais plus jeune, j'ai souhaité partir assez vite à l'étranger. Donc j'ai fait mes études aux États-Unis, et là, le nom de famille était inconnu. Puis j'ai travaillé en Angleterre et aux États-Unis, mon nom de famille était inconnu. Inconnu. Puis je suis parti à Singapour, mon nom de famille était inconnu. En fait, la chance que j'ai eue, et c'est peut-être le hasard, c'est d'avoir commencé ma carrière et mes études en dehors de France. Et quand vous avez un nom de famille qui est connu, ce qu'il faut, c'est se créer un prénom. Et c'est ce que j'essaie de faire tous les jours. Bruno. Ben voilà, exactement, ce que j'essaie de faire tous les jours. Non, j'ai la chance de venir d'une famille d'entrepreneurs. Et quand vous venez d'une famille d'entrepreneurs, la chance que vous avez, c'est quand vous êtes petit, vous rencontrez des entrepreneurs. C'est ça. Et vous vous rendez compte que si vous travaillez beaucoup, c'est peut-être possible pour vous un jour de devenir entrepreneur. Alors, quelles sont, dans votre éducation familiale, les valeurs qui vous ont le plus marqué et qui, en quelque sorte, expliquent votre succès en tant que dirigeant d'entreprise? Dans
Dans ma famille, on vient du bâtiment. Le bâtiment, c'est collectif, premièrement. Ouais. Et deuxièmement, c'est un métier dans lequel on travaille beaucoup. Donc moi, j'ai été très marqué dans ma jeunesse par toute ma famille qui travaillait beaucoup. Plus que la moyenne. On travaillait, j'ai vu, toute ma famille travailler samedi, dimanche. J'ai vu des longues soirées de travail. Incroyable. Donc j'ai appris qu'il fallait beaucoup travailler et j'ai aussi appris qu'il fallait beaucoup travailler en équipe. Et je pense que ce que j'aime beaucoup dans l'industrie aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'on travaille beaucoup et on travaille en équipe. Et c'est ce que je retrouve dans l'industrie, les valeurs qui étaient les valeurs familiales que j'ai apprises quand j'étais petit.